Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, ce mercredi, pour un nouveau numéro du Café de la presse, du Café Presse Politique. Le Café Presse Politique que je représente pour la 41e fois à la place de Khaldrani. Khaldrani, le présentateur attitré de cet espace, de ce talk, de votre talk préféré qui passe ce soir, malheureusement, sa 314e nuit en détention. On en dira un mot tout à l'heure avec nos invités parce qu'il se passe quelque chose sur le dossier de Khaldrani et aussi sur le reste des dossiers de la judiciarisation de la répression du Hirak, parce que c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Maître Nabila Smaïl, merci d'être avec nous. Maître Nabila Smaïl qui nous est venu de Tizi Ouzou spécialement pour le Café Presse Politique. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci à vous de m'avoir invité. Vous étiez dans cette semaine déjà à Dal Beida, à Alger, pour le procès de Walid Naqrish. On va en parler évidemment, c'est la porte d'entrée de ce numéro. Autre présent à ce procès, mon confrère Ali Boukhlaf de Liberté, qui a fait une couverture et une analyse de ce dossier. Moi, j'ai personnellement beaucoup apprécié la une de Liberté sur Plus jamais ça, concernant le recours à la torture contre le prévenu qui à l'époque était en garde à vue, Walid Naqrish. On va aussi évidemment en parler dans cette émission. Merci d'être pour la première fois au Café Presse Politique. Jafar Khdari, pour ce dossier et pour analyser la situation politique, parce que dans ce Café Presse Politique, on va également parler de la conjoncture politique. C'est rattaché à la gestion des dossiers judiciaires. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Merci. Alors, évidemment, l'Algérie, toute l'opinion, mais aussi à l'international, beaucoup de centres d'opinion ont été choqués par le réquisitoire du procureur de la République contre Walid Naqrish, et je ne l'avais pas suffisamment signalé, contre son co-détenu, son co-inculpé Kamal Ben Saad, le recours à la prison perpétuelle, à la perpétuité. Ça s'est plutôt bien terminé à 1h du matin, avec une peine qui était inférieure à la période de détention préventive. Évidemment, c'est... le fait que le dossier soit vide, on s'en doute un petit peu, parce que s'il y avait un dossier sérieux, on ne serait pas sorti avec un tel verdict. Mais c'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, Maître Nabila Smaïl. C'est aussi le fait qu'on était devant une cour criminelle et il y avait un jury populaire. Oui. Et ça compte, ça. Ça compte énormément, parce que le jury populaire, d'ailleurs, beaucoup d'avocats se sont adressés à eux, ne se sont pas adressés aux juges. Parce que vous savez, quand on constate par la pratique et de par tous les dossiers que nous avons plaidés, surtout les dossiers du Hirak, appelés les dossiers de Hirak, nous savons tous que nous plaidons, je ne dirais pas dans le vide, mais nous plaidons devant une justice aux ordres. Donc, on était beaucoup plus à l'aise d'être devant un tribunal populaire. C'était une justice populaire parce qu'il y avait 4 membres de jury devant 3, à côté de 3 magistrats. Donc, comme c'est un vote, et nous avons tous adressé nos plaidoiries, surtout sur le plan humain de la chose et sur le plan de droit, nous sommes adressés aux membres de jury. Ils étaient ahuris. Quand nous avions évoqué les articles relatifs à la torture, ils n'en revenaient pas. J'avais l'impression qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des articles dans le code pénal qui réprimaient et qui punissaient la torture. Et quand vous composez dans un tribunal... Qui punissaient les tortionnaires, pour qu'on soit bien d'accord. Qui punit les tortionnaires. Donc, quand on compose dans un tribunal criminel devant lequel vous recevez des aveux et des déclarations, vous recevez un tel témoignage. Vous dites, j'ai été torturé, j'ai subi ceci et cela. D'abord, eux, ils étaient choqués parce qu'ils ne connaissent pas le dossier. Les jurys ne connaissent pas le dossier. Ils découvrent le dossier le jour de l'audience. Le seul qui connaît le dossier criminel, c'est le président et le
les procureurs parce qu'ils ont chacun une copie. Mais le membre de jury découvre l'affaire dans ses détails le jour du procès. Donc ils étaient un petit peu perdus. Ils ne savaient plus dans quelle aventure ils sont. Donc quand vous les rappelez qu'ils ont prêté serment, parce que quand ils composent, le juge leur lit le serment et ils prêtent serment. Yuqsimuna billah. Donc, moi, personnellement, quand j'ai plaidé, j'ai dit, vous êtes tous des juges. Vous avez tous prêté serment pour appliquer la loi. Donc, vous êtes devant vos responsabilités. Si les juges doivent répondre à des injonctions, vous allez rentrer chez vous. La limite, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de renoncer à votre mandat de jury. Vous dites, ça y est, je ne compose plus. Donc, vous n'avez rien à craindre. Il n'y a que votre conscience. Donc, il y avait un peu plus on était un peu plus confiants parce que c'était un tribunal criminel. J'en profite une seconde pour ouvrir une parenthèse. Est-ce que Rachid Nekaz et Ali Rderi ont finalement eu raison de faire un recours devant la Cour suprême devant la Cour suprême contre la chambre d'accusation pour faire en sorte que leur dossier ne soit pas un dossier qui passe en criminel mais qui passe en correctionnel? Parce que finalement, quand on écoute cela, on se dit qu'il y a plus de chances devant une cour criminelle. C'est très simple parce que vous savez, quand vous êtes devant un juge, il est beaucoup plus facile d'influencer un juge, de donner un ordre à un seul juge. Là, je parle d'ordre et j'en assume. J'assume ce que je dis. Mais quand vous avez un tribunal militaire, attention, le tribunal... Populaire. Quand on a un tribunal populaire, oui, c'est pas militaire. Alors que c'est l'inverse. C'est pas grave. C'est le petit tribunal qui est devenu malheureusement presque un tribunal militaire. Vous avez... le tribunal correctionnel est un tribunal de preuve. Le tribunal criminel est un tribunal de conviction. Donc ils doivent être convaincus que ce bonhomme doit être condamné. Donc vous jouez sur toutes les cordes. Vous essayez d'utiliser tout ce qu'il y a en vos moyens, convictions sentimentales, sociales, économiques, politiques, tout ce que vous voulez. Mais quand vous êtes devant un tribunal correctionnel, vous avez un juge qui a devant lui des preuves qui lui ont été fournies par la police, entre parenthèses politique, parce qu'il se réfère toujours mahadar dhabtiya, alors qu'il n'y a absolument aucune preuve. Et là, vous avez beau être 70 avocats à plaider droit, on ne vous écoute pas, parce que vous avez un seul juge. À la limite, devant la cour, il y a beaucoup plus d'allègement de peine. On s'en sort avec des sursis, avec moitié ferme, moitié sursis, mais devant le tribunal, c'est extraordinaire. Vous plaidez devant un robot. Vous plaidez devant une machine. Et c'est ça, quand on avait dit que la justice a été déshumanisée, nous avions pesé nos propos, parce que quand vous vous adressez presque en larmes, moi j'ai assisté dans des procès à Sidi Mohamed où Maître Bouchechi ne s'est pas retenu, il a pleuré. Il avait pleuré, parce qu'il avait pleuré le drame de ces jeunes qui sont retrouvés en prison, parce qu'on a décidé qu'il en soit ainsi. Et devant l'absurdité du contenu du dossier, on ne trouve plus quoi dire, parce que plaider droit, c'est comme si on était dans un état de droit. Plaider politique, on vous dit non, mutabaat machi siyasiya, ya bni mutabaat siyasiya. Tu me poursuis pour mes opinions. Donc, c'est un délit d'opinion. Donc, mutaba'a siyasiya. Et dans tout ça, quand vous avez un responsable qui vous dit qu'il n'y a pas de détenu d'opinion dans les prisons, vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus dans quelle langue parler. Donc, pour Walid, je pense que le fait qu'il soit passé devant un tribunal criminel, d'abord a donné de l'ampleur à son dossier, parce que c'est la première fois qu'un dossier de Hirak passe devant la criminelle. Et nous avons prouvé, je m'excuse de le dire, je m'excuse auprès de nos auditeurs, l'absurdité de la poursuite. Les deux articles qui ont été gelés depuis leur instauration. C'est l'occasion pour moi de faire la transition. Ça paraît absurde parce que, est-ce que c'est Ali Boukhlef qui a suivi ce dossier à la fois sur son angle juridique mais aussi sur son contexte politique? Est-ce que c'est pas une sorte de patate chaude qu'on a hérité de la période de Gaël Salah et de Bouazza Ouassini qui était en charge de la DSI, puisqu'on a retrouvé la trace de Antar dans ce dossier, avec notamment cet interrogatoire dans lequel il est supposé y avoir eu la reconnaissance de faits, voilà. Est-ce que c'est pas une patate chaude et ça a débouché à ce procès? C'est en cela qu'on a trouvé de ce côté absurde. Il n'y avait pas de preuves, mais on essayait quand même de charger la mule jusqu'au point d'arriver à ce réquisitoire qui réclamait la perpétuité. Honnêtement, en suivant le procès, j'avais l'impression que ce n'était pas le procès de Walid Nqish lui-même qui se déroulait, mais c'était
le procès d'une période très douloureuse que nous avons vécue en 2019. On retrouve d'ailleurs les éléments de langage des autorités politiques de l'époque, du pouvoir de l'époque. Les communiqués qui est passé sur les chaînes de télévision du pouvoir de l'époque, où on disait qu'on avait arrêté des éléments séparatistes alimentés et financés de l'étranger. Et vous vous rappelez très bien que le ministre de l'Intérieur de l'époque évoquait même des réseaux homosexuels et des dépravés pour accuser certains manifestants d'appartenir à des organisations internationales. Et maintenant, on se rend compte effectivement que c'est cette affaire-là dont est parlé. Et on a retrouvé dans les éléments de l'enquête, des éléments des services de sécurité et puis de l'arrêt de renvoi, des éléments qui renvoient à ces éléments de langage qui ont été malheureusement repris et répercutés par certains médias au lendemain, qui ont créé au scandale, qui ont même figuré dans l'ordonnance de renvoi, ces éléments de langage pas de manière directe, mais puisqu'on renvoie par exemple aux ressortissants espagnols que Walid avait connus dans d'autres circonstances et qui était présenté comme étant un espion, alors que rien ne prouve que c'est un espion. Bien au contraire, il est rentré en Algérie. Il est un fonctionnaire en consulat. Il travaille dans un consulat en Finlande, je crois, en Finlande. Oui. C'est un fonctionnaire, non, en Finlande. Et c'est un fonctionnaire qui n'est même pas diplomate, je crois, mais qui venait en Algérie régulièrement parce qu'il voulait découvrir l'Algérie. Il est parti à Constantine, il est parti à Nabil, il est parti à Tarf. En Kabylie, il a visité Kubijaya, donc il n'est même pas resté une journée. Donc je ne vois pas comment il peut y avoir de lien. Et puis le deuxième aspect de l'affaire, c'est le lien qu'on aurait voulu imputer au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, donc le MAC, dans ces manifestations, alors que les gens qui suivent la politique, qui savent, qui connaissent un peu la politique, savent très bien que le MAC était au contraire contre ces manifestations, puisqu'il disait que ça ne concerne pas les indépendantistes entre guillemets kabyles, mais ça concernait les algérianistes, comme ils les appellent, de Kabylie. Donc, ils n'avaient même pas intérêt à participer à ces manifestations. C'est pour cela que c'était ridicule, d'autant plus que le type... Il faut rappeler que Walid Nqish a été arrêté pendant une marche d'étudiants le mardi. Marche d'étudiants, et on lui a collé l'étiquette d'appartenance au MAC, alors qu'ils n'ont même pas trouvé de commentaires sur la page incriminée du MAC de son village, contrairement à certains de ses amis qui ont reconnu, enfin des personnes qui l'ont reconnu parce qu'ils n'ont même pas été dans les manifestations. Donc c'était à la fois une manière pour briser le Hirak et pour prouver aux Algériens que le MAC était derrière les manifestations et qu'il y avait des forces étrangères derrière, mais ils ont trouvé en Walid Nqish le maillon faible de cette chaîne-là qui manquait au couple Bouazza et Gaïd Salah pour prouver aux Algériens qu'il y avait la main de l'étranger alors qu'il n'en était rien du tout. C'était la même chose pour ce qui est en fitois, pour la Radio 1, pour nos amis d'autres sites internet, pour prouver qu'il y aurait un financement étranger parce qu'on connaîtrait et Maître Smaïl se rappellera peut-être qu'à un certain moment du procès, on a cité des amis de Walid Nqish qui appartiendraient au Burkina Faso. Elle a fait qu'est-ce que fait le MAC au Burkina Faso? Les avocats lui ont dit mais Burkina Faso, il y a des berbères, il y a un mouvement berbère au Burkina Faso. Et puis il y a des jeunes du MAC. Grand congrès à Mazir, donc il y a eu un contact et on a voulu aussi coller le Burkina Faso. Et c'est pire qu'un vaudeville, c'est plus grave qu'un vaudeville. Et ce que je voulais rajouter, si tu permets, c'est que sur cette histoire-là de la justice, au-delà de cas Walid Nqish, j'étais choqué par l'attitude, une sorte de banalisation de la vie, de la liberté des gens. Lorsque le procureur de la République prend ces documents et essaye d'expliquer aux gens que finalement les éléments de l'accusation sont là alors qu'il n'avait absolument rien du tout, il lisait un texte et à un certain moment il fait comme ça d'un mouvement de la main, perpétuité, c'est comme si la vie des gens ne compte pas, la liberté des gens ne compte pas. Et à un certain moment, quand les avocats commencent à lui dire, mais c'est grave ce que vous avez dit, non, je n'ai fait que rappeler ce que dit la loi, c'est la perpétuité. Alors que dans tous les pays du monde, là où il y a le droit, les juges et les magistrats privilégient d'abord la liberté au détriment, et quand il n'y a même pas de faisceau d'indices, on libère les gens, même si les gens sont convaincus qu'ils sont coupables. Et chez nous, c'est le contraire. En plus d'arrêter les gens de manière arbitraire avec cette histoire de détention provisoire qu'on sort à tout bout de champ, et on essaye de prouver aux gens que, surtout quand il s'agit de questions sensibles pour faire plaisir, je ne sais pas à qui, on prononce des réquisitoires pareils, mais les gens ne se rendent pas compte. Et je pense qu'il y a un autre problème qui dépasse l'aspect purement politique de la chose, mais qui va au-delà de ça, en plus de l'humanisation, il y a un problème
Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, il y a un problème de formation de certains juges parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent même pas ce qui se passe autour d'eux et qu'il suffit d'écouter parler du MAC ou de je ne sais quel mouvement. C'est comme si le MAC suffit pour condamner les gens. Mais ayez le courage de condamner le MAC. Ayez le courage de convoquer les gens par appartenance au MAC, si la loi vous le permet. Mais ce n'est pas le cas. Personne n'a ce courage. Et la juge insistait d'ailleurs à essayer à un certain moment de lui piéger le pauvre Nabil, Walid, sur sa supposée appartenance au MAC. Mais même sur le cahier qu'on a trouvé, parce que c'est la seule apparemment arme de crime qu'on a trouvée, il n'y a pas le Farhat Mani, il n'y a pas le nom de Farhat Mani parlé d'un monsieur inconnu. Et on a décidé que c'était lui parce qu'il connaît des gens de son village. On connaît tous des gens de notre village parce qu'on a grandi de ton quartier, de son quartier, parce qu'on a grandi dans un quartier, dans un village. On connaît des gens. Qui ont pris, moi, je connais des gens qui ont pris le MAC du GIA. Oui, voilà, par exemple. ça ne fait pas toi un terroriste. Donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que je pense qu'il faudrait probablement, en plus de la torture, parce qu'il faut qu'on en parle, c'est important. Nabil Ismaël, on en a parlé la dernière fois, mais c'est surtout cette histoire de torture qui a fait beaucoup d'écho autour du procès. Jafar, je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire de Capsigli. Oui, voilà. Il y a un commentateur qui a dit que ça ressemble un peu à l'affaire de Capsigli parce que bon, c'est la Kabylie, c'est pas voilà. Ah, il y a des avocats qui l'ont dit. Voilà, c'est le temps de ne plus être un journaliste de terrain qui a le temps d'aller dans les l'affaire plaidoiries. de Capsigli était autrement plus sérieuse. Hein. Oui, mais le contexte. Il y a eu quand même des parachutages d'armes. Il y a eu des parachutages d'armes. C'est une réalité. Oui, ça c'est. Alors, il y a un journal d'un gamin qui a déliré dans son coin ouais. et on le condamne. On s'apprêtait à le condamner. Alors ma question c'est est-ce que finalement ce procès c'est pas par son issue on n'a pas fini de prendre ses distances avec la nouvelle équipe à la tête des services de sécurité, à la tête de l'ANP. Il faut quand même rappeler que le chef d'état-major n'est plus celui qui de cette période-là, qui a monté ce dossier. Est-ce qu'on n'est pas en train d'en finir un peu avec cette gestion de l'époque Ahmed Khaled Saleh, Wassini Bouazza, parce qu'on a aussi laissé filtrer la torture à la caserne Antal, qui symbolise un peu l'époque Bouazza. Aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait la débaptiser parce que c'est à cela que cela renvoie. C'est un lieu malfamé où on extorque des aveux avec le recours au pire des manières. Oui, effectivement, on peut lire ça comme ça, mais moi, ce que je dirais, c'est que la situation reste confuse. À tout point de vue, d'ailleurs. C'est clair qu'il y a effectivement des conflits entre groupes d'intérêt au sein de l'oligarchie. Mais dire que l'affaire est réglée et que maintenant on aplanit et qu'il y a une nouvelle ligne qui se met en place, moi je n'ai pas cette lecture. Je constate d'ailleurs que dans cette affaire, il y a eu quand même le réquisitoire du parquet. Ça date pas d'hier. Cette requête absolument insensée d'une condamnation à perpétuité, c'est maintenant. Ça date pas d'hier. Alors que cette affaire effectivement remonte à 2019. Novembre 2019. Voilà, novembre 2019, mais la requête du parquet c'est aujourd'hui et sur un dossier vide qu'on savait vide. Alors maintenant effectivement, mais ça on le dit depuis le début. Cette querelle n'est pas vidée. Et donc, on n'a pas une vision très claire. Et c'est ce qui donne cette impression réelle de confusion. Maintenant, dans cette affaire, si on regarde les choses positivement, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'extraire un État démocratique de tout ce magma et toute cette confusion. Moi, je constate que dans la justice, il y a eu effectivement un réquisitoire absolument scandaleux du parquet. Mais d'un autre côté, comme vous l'avez dit, il y a des collectifs d'avocats qui ont fait un excellent travail. Il faut vraiment les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Il y a les jurés populaires qui n'ont pas suivi, qui ont quand même bien fonctionné. On suppose, si on était dans un régime vraiment totalitaire, autoritaire, dites-vous bien que les jurés auraient subi des pressions telles qu'ils auraient suivi. Tout à fait. Ce n'est pas le cas. Et donc c'est là qu'il faut faire quand même une petite nuance. Troisièmement, il y a le juge. Vous savez, dans un régime totalitaire, je ne vais pas vous renvoyer au procès stalinien, vous savez, tout le monde fait des aveux, puis c'est réglé, c'est terminé. Là, il y a quand même un juge on n'est pas dans ce cas de figure. Il y a un juge qui a constaté que ça tenait pas debout. Apparemment, il a essayé quand même d'incriminer la participation au MAC, etc. Mais finalement, il n'a pas suivi. Et on a rarement vu dans un procès quelconque une telle distorsion entre le réquisitoire du parquet et le jugement. C'est-à-dire que c'est de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire que c'est d'un côté la perpétuité, c'est-à-dire la peine la plus lourde qui existe en droit pénal, pratiquement, parce que sachant que la peine de mort n'est pas appliquée en Algérie, et de l'autre côté, la relaxe pure et simple. Dans le cas de Kamel Ben Saad. Voilà. Dans le cas de Ben Saad, l'autre a fait effectivement, quelques mois, mais enfin, il est quand même libéré. Donc c'est un désaveu de la part du juge
du réquisitoire du parquet. Donc vous voyez, les choses ne sont pas... Et je termine sur un point, parce que ça, on a toujours ce débat. Ce qui est certain, c'est que cette répression et la répression dont font l'objet les détenus d'opinion, c'est trop. Et il faut réagir, et c'est parfait, pour éviter que ça aille plus loin. Parce que, malheureusement, ça pourrait aller plus loin. Tu cites souvent le cas de Sisi. Je vais juste rappeler un chiffre. Nous, on a à peu près une centaine de détenus d'opinion, ce qui est énorme. Et effectivement, il faut se battre pied à pied pour que ça cesse et qu'ils soient libérés, et peut-être même indemnisés, et peut-être même, on a vu dans le cas, apparemment, il y a eu des exactions qui ont été faites contre un des détenus. Il faut poursuivre, bien entendu. Les lois... Elles tombent en désuétude si on ne les utilise pas. Et très souvent, il y a des lois, mais les gens ne savent pas qu'elles existent ou ne savent pas comment agir, et donc on ne les utilise pas, et donc ça passe. Il faut les utiliser. J'en profite pour dire que la Ligue des droits de l'homme, une des ligues des droits de l'homme, la DH, va appeler à ce qu'il y ait une dépôt de plainte. Il faut poursuivre, bien entendu. Pour le recours à la Il faut poursuivre, il faut que les auteurs, si ces faits sont avérés, il faut qu'ils soient poursuivis, il faut poursuivre. L'État peut même condamner, et l'État peut se retourner. Dans un État de droit, comment ça se passe? Parce que quand vous rentrez dans une institution, vous avez un mandat d'arrêt, etc., vous êtes sous la responsabilité de l'État. Tout ce qui vous arrive à partir de là, c'est la responsabilité de l'État. Et s'il y a eu des exactions, c'est l'État qui doit être condamné, qui est responsable. Et à ce moment-là, si ceux qui ont fait ces exactions l'ont fait sans y être autorisés, l'État se retourne contre eux. C'est comme ça que ça se passe dans un État. En principe, on n'est jamais autorisé à faire des exactions. Là, je vous rappelle juste le chiffre. Ouais. En Algérie, on est à 100. Dans la gîte de Sisi, on est à 60 000, plus de 60 000 détenus d'opinion. Et inutile de vous dire qu'en matière de respect... d'exécution récemment. 60 000, plus de ça, c'est les chiffres les plus bas. Les estimations vont beaucoup plus loin. Quant aux exactions, tortures, etc., inutile de vous dire que ça y va. Voilà. Donc, j'aime pas beaucoup le rappeler ici, pour ne pas donner une mauvaise idée. Oui. Non, mais c'est la réalité. Mais c'est une réalité. J'allais dire exactement la même chose. Mais sauf comme ils n'ont pas subi ce qu'on a Moi, je préfère... Non, je préfère citer la Tunisie en général. Oui, je préfère. Non, mais tu as raison. Une analyse, elle doit partir raison, froidement des réalités. Dans l'émotion, effectivement, complètement. Mais il faut partir froidement. Mais c'est une question que j'ai posée déjà. Maître Bouchachi a prononcé le mot Nidam Choumouli. On peut effectivement le discuter. Choumouli, ça veut dire totalitaire. Et donc, on peut discuter effectivement. Je dis ça parce qu'il était là. C'est une transition. Il était là donc entre le réquisitoire du procureur de la République. Donc, c'était lundi. Et les plaidoiries, donc il est passé dans une de nos émissions, donc 5 sur 5. Et il avait relevé, c'était assez remarquable, et c'est l'objet de ma question, Maître Nabil Asmaïl, il avait relevé que peut-être sont en train de se mettre en place quelques mesures de relax de l'appareil judiciaire, parce qu'il y avait eu Tadjadit et ses co-détenus, parce qu'il y a eu Walid Rchida. Aujourd'hui, Abou Mardas aussi. Aujourd'hui, Abou Mardas, Hamza Djaoud, qui est le syndicaliste du port d'Alger, qui a dénoncé le partenariat avec les Émiratis et qui a été arrêté pour cela. Et donc, mais condamné quand même à 6 mois, une année ferme dans 6 mois avec sursis. C'est aujourd'hui. Ils ne se déjugent pas. Ils font en sorte qu'ils ne se déjugent pas. Voilà, ils font en sorte qu'ils ne se déjugent pas. Mais lui, Maître Bouchachi considérait que peut-être qu'il fait qui m'appelle Bawadir ta marhalat infiraj. Il n'a peut-être pas utilisé ce terme, je suis peut-être imprécis, mais quelque chose qui ressemblerait à un coup de frein, un ralentissement dans le processus des condamnations. Évidemment, dans le même tableau, il y a eu le réquisitoire qui va dans l'autre sens. Il y a le cas de Mme Touat à Mostaganem, mais on va en dire un mot. Il y a le cas de Rachid Nakes qui nous inquiète tous. Il y a une pétition qui a été lancée, qui a été déportée dans le pire style colonial. Et on avait changé le menu de la semaine dernière pour parler de sa déportation à l'Abiad Sidchir. Est-ce qu'on peut quand même plus prêter attention aux décisions, aux derniers verdicts qui sont la majorité, qui sont plutôt dans le sens de faire baisser le stock, entre guillemets, des détenus d'opinion, ou est-ce qu'il faut plutôt continuer à rester vigilant? Moutaba'a Jdid, il n'y en a peut-être pas, je ne sais pas, je vous pose la question. Écoutez, moi, je ne suis pas tout à fait, enfin, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que le crime qui a été commis, il a été commis d'abord contre un État qui est l'Algérie. Le fait d'instrumentaliser la justice pour concocter et fabriquer des dossiers pour des délits d'opinion, et le fait de revenir dessus et d'essayer d'alléger, moi, je refuse de parler de mesures d'allègement devant des situations qui sont créées d'une façon abusive, arbitraire et qui ne devraient pas exister. Il s'agit de dossiers relatifs aux délits d'opinion. Que le pouvoir, et on ne sait même pas qui est ce pouvoir, parce qu'on ne sait pas. Nous avons l'impression qu'il y a un conflit en haut, il y a quelqu'un qui fabrique les dossiers, il y a un autre qui veut avoir le bon rôle
d'ordonner un allègement. Or, dans ces conflits à haut lieu, il y a une justice qui est prise en otage et qui est instrumentalisée pour créer une situation qui veut faire oublier au peuple les véritables revendications politique. Vous vous êtes tous rendu compte que tout le monde sur les réseaux sociaux ne se focalise que sur le dossier des détenus. La chose politique a été oubliée. Donc, il y a cette Au intention. Café Presse Politique, on consacre toujours les 20-30 premières minutes au dossier des détenus. C'était aussi une illustration Absolument. Donc, la chose politique, les revendications réelles du peuple, quand il est sorti le 22 février pour réclamer un changement de système, un changement, une ouverture démocratique, il n'y avait pas de détenus. On nous a créé ce problème de détenus pour nous détourner de la chose politique, d'où... Nabil Esmaël, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de se rendre compte que cette politique-là arrive à ses limites de créer une diversion avec les détenus? Parce que ça crée une diversion, mais ça a alimenté la colère, ça a alimenté la connexion. Il y a beaucoup de gens qui se sont connectés. J'allais en arriver. Écoutez, ajoutez toute cette colère, la répression, les activistes du Hirak qui ont été ciblés pendant une période sanitaire, une période de confinement sanitaire. Au lieu que le pouvoir soit intelligent et essaye d'apaiser les choses en prenant en charge la santé de la population, en prenant en charge les besoins sociaux du peuple. Il a profité d'une pandémie pour créer des dossiers, pour monter les dossiers du 19 juin, pour rappeler les dossiers du 12-12. Il y a beaucoup de convoqués pour le 12-12. Il y a beaucoup de convoqués qui vont comparaître dans les semaines à venir devant les tribunaux pour les appels du 19 juin. Donc, il y a cette colère et ce sentiment d'injustice, cette répression qui a été exercée, ajoutez à ça les conséquences de la crise économique et le volcan social qui est en train de se préparer. Est-ce que le pouvoir réel a assez de moyens pour affronter tous ces fronts en même temps? Donc, doit-il lâcher prise par la répression, par rapport à la justice, et commencer à se focaliser sur comment contrôler la colère sociale, ou doit-il se dire que il ne faut pas oublier qu'il y a les instances internationales. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été interpellés par rapport à leurs engagements quant au respect des libertés et quant au pacte relatif aux droits civils et politiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a un dossier qui est en train de se préparer devant la Commission des droits de l'homme, devant l'Union européenne. L'Union européenne est en train de préparer un dossier sur tout ce qui se passe. Donc il faut qu'il y ait un allègement pour plaire, pour répondre. Parce qu'il y a des injonctions, il y a des rapports. Et vous savez, quand on est signataire d'une convention, on passe d'abord par des recommandations, ensuite on passe par des petits « attention », vous avez été un peu loin, ensuite on passe par des sanctions. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça, rien ne se fait par hasard. Il y a un braquage, il y a une sorte je dirais une sorte de, il y a une lumière qui est braquée sur le dossier judiciaire parce qu'ils en ont fait trop. Maintenant, vous me parlez des juges, formation des juges. Ils ont l'une des meilleures formations. Ils sont très très bien formés. L'Algérie a dépensé beaucoup d'argent pour former les magistrats, notamment dans sur le plan technique, mais je parle de la culture générale. Écoutez, culture générale, vous savez, moi je connais beaucoup de juges qui vous disent c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. On ne peut pas. Parce que, vous savez, quand on veut libérer un juge, on veut libérer l'appareil judiciaire. On peut s'arrêter une seconde sur le modèle actuel pour illustrer. Belkacem Zermati, c'est un bon technicien. L'actuel garde des Sceaux. Mais une fois qu'il est ministre, c'est un exécutant, des bases besoins. On ne peut pas. On a le sentiment que c'est lui qui conduit la politique du procureur. Moi, je ne peux pas oublier son accolade avec Gaïd Salah quand il lui a chuchoté dans l'oreille, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je ne peux pas parler de ça, parce que je ne peux pas parler de personne, je parle d'un système. Si on veut libérer la justice, il faudra changer les textes. On ne peut plus continuer avec une organisation qui est soumise aux nominations du président de la République et lui qui chapeaute le Haut Conseil de magistrature, et on ne peut pas espérer d'un juge une rentabilité et le respect des libertés quand il sait que s'il ne répond pas aux injonctions, il risque d'être, j'utiliserai le mot, déporté vers le sud.
Regardez ce qui s'est passé avec le procureur Blahadi de Sidi Mohamed, parce qu'il a requis la relaxe contre les jeunes du drapeau, il s'est retrouvé à Oued Souf. Et je salue nos concitoyens de Oued Souf, mais il a été déporté, je dis bien déporté. Alors il faudra libérer la justice en changeant les textes qui régissent la fonction de magistrature. À partir du moment où le ministre qui est dans l'exécutif, le ministre désigne des membres du Haut Conseil de magistrature. Le président préside le Haut Conseil de magistrature. Les textes ne les protègent pas. Parce qu'il y a un texte de loi qui empêche leur transfert au bout de 15 ans. Ils doivent rester là où ils sont. Ça y est, on ne peut pas prendre un juge qui a travaillé l'immobilité. Ils doivent rester sur place. Alors, quand on veut une rentabilité de la part, moi je ne les défends pas, mais je dis qu'il faut commencer par le véritable problème. Quand on veut éradiquer un mal, il faut frapper à la tête. Moi, je ne parle pas de Zarmati. Zarmati est un homme. Aujourd'hui, il est là. Demain, il ne sera pas là. C'est un fonctionnaire qui est aux ordres de celui qui l'a désigné. C'est quelqu'un qui a dit, qui a reçu l'ordre. Il est aux ordres d'un zombie, alors, parce que celui qui l'a désigné est mort. Hein. Écoutez, il a reçu l'ordre de quelqu'un qui n'est plus là. Il n'est plus là. Il a reçu l'ordre de lui dire, il faut aller jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Et ça continue même après sa mort. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il lui a juré fidélité même après sa mort. C'est extraordinaire. Pourquoi je parle de ça? Excusez-moi une seconde, parce que j'ai assisté à plusieurs procès et puis des témoignages aussi de certains avocats. Par exemple, quand on présente un jeune qui a écrit sur Facebook, il juge, au lieu d'appliquer la loi, il dit « Ah, moi, je ne laisse pas mon fils écrire sur Facebook. » Il décide sur... Il est dans la logique du parquet. D'où le problème de formation que tu as posé. Et même le procureur, cette fois-ci, l'affaire Naqish, il n'était pas obligé de prononcer la perpétuité. Il aurait pu dire 3 ans. Non, excusez-moi. Je me permets, si vous permettez, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je me permets, puisqu'on parle d'un dossier qui a été quand même un dossier judiciaire très lourd. Il n'a prononcé la perpète que par rapport au texte de la poursuite. Oui. Il est poursuivi par le 70 alinéa 2 qui est gelé depuis sa création. C'est un amendement de 2006 qui n'a jamais été appliqué. Il n'a jamais été appliqué. Donc lui, il a fait le réquisitoire en fonction des textes de la poursuite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on doit faire un tel réquisitoire, demander la perpétuité, il faut donner les éléments pour convaincre, parce qu'il est parti au procès. Il y a un jury qu'il faut convaincre que ce bonhomme mérite la perpétuité. Or, il a eu 4 minutes. 4 minutes. Moi, j'étais derrière lui, je chronométrais son réquisitoire. 4 minutes pour dire « Ittasala nadabi insha milishiyat musallaha » des milices armées, chose qui était complètement... qui n'existait pas dans le dossier. Et il a dit « Wa bina'an alayh tahdid al-amn al-watani bina'an alayh niyabat al-tamis al-mu'abbat » C'était... Bon, oui, le mu'abbat, mais là, sauf que Walid était poursuivi pour 4 chefs d'inculpation, 2 criminels, 2 délictuels. Alors que les 2 délictuels, dans le même article, il vous dit, en dehors des cas prévus par l'article 70 et 77, toute personne, c'est l'article 78 et 79, toute personne tentant de toucher à l'unité nationale est condamnée en dehors des cas. Donc on ne peut pas jumeler les deux, parce qu'il y a 2 catégories, catégorie criminelle, catégorie délictuelle. Or, eux, ils ont mis tout l'arsenal qui condamne pour la sûreté nationale, ils l'ont mis sur le 70. Sur le 70. Non, ils l'ont poursuivi du 70, 77, 78, 79. Donc c'est tout l'arsenal du chapitre le Massas bi Amn ad-Dawla. Alors, est-ce que Nabila Smail dit qu'il n'y a pas des éléments pour pouvoir... Elle a commencé par dire qu'elle n'était pas d'accord avec éventuellement une approche ou une perception d'une quelconque ouverture détente, quand bien même au niveau juridique ce serait le cas, ça ne signifierait pas qu'il y a un changement de position politique, c'est bien ce que j'ai compris. Est-ce que vous avez une autre lecture? Est-ce que de ce qui s'est passé ces dernières semaines, on peut tirer une conclusion politique? À la raison sur le fond. Sur le fond, dans une vraie démocratie... Elle, c'est Nabila Smail. Oui, je parle de Mme Smail, bien sûr. Le pouvoir politique n'a pas à donner injonction à la justice pour arrêter les gens ou pour libérer les gens. C'est ce qui se passe, même pour la libération. Donc c'est ce qu'on appelle les décisions d'apaisement. Même certains politiques qui voudraient que le système change ont fait ces appels à plusieurs reprises. Malheureusement, on est dans une situation où on ne prend que ce qu'on a. Ce qu'on a actuellement, c'est que
Malheureusement, le Hirak a buté sur ce qu'on a connu. Aujourd'hui, le rapport de force est en faveur du pouvoir, qu'on ne se dise pas des sottises. Il est en train de jouer pratiquement seul sur le terrain. Il profite de la pandémie, mais pas que. C'est ma position, mais pas que parce qu'il a réussi à faire passer les élections présidentielles alors qu'il n'y avait pas la pandémie. Il a réussi à arrêter des personnalités très connues du Hirak alors qu'il n'y avait pas la pandémie. Donc, il est en train de poursuivre sa feuille de route. En parenthèse, le 1er novembre, tu le mets dans la colonne des actifs ou dans la colonne des passifs? Le fait qu'il ait réussi quand même à faire passer une constitution par référendum. C'est à l'actif du pouvoir ou pas? Pas à l'actif, non, c'est juste pour mais il a comprendre, réussi à faire passer une loi avec officiellement 23% des votants. Ça veut dire qu'ils se sentent au moins en position de force. Ça peut ne pas durer, ça peut s'effriter dans quelques semaines, dans quelques mois, j'en sais rien. Le 22 février 2019 nous a donné une belle leçon de ce côté-ci. Mais ce que je dis là, c'est que pour l'instant, il lâche quand il veut, il arrête quand il veut, en fonction des éléments de politique étrangère et parfois de politique intérieure, d'arrangement clanique à l'intérieur du système, parce que je reste persuadé qu'il n'y a pas un seul centre de décision. Et nous avons vu ces derniers temps que pendant que Tebboune était absent et pendant qu'il était là, l'attitude n'était pas la même. Alors, je veux que tu sois plus précis, allez, si tu peux, par rapport aux arrangements claniques et par rapport à l'absence de Tebboune, c'est un des sujets qu'on devait aborder. Est-ce que quand il est là, c'est plus dur? Est-ce que quand il est absent, c'est plus clément? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? J'ai l'impression que récemment, je discutais avec un ancien ministre, je ne vais pas citer le nom parce qu'il ne voulait pas être cité, il m'a parlé de quelque chose qui s'appelle chez les décideurs le donneur d'ordre. Donc il y a un chef de l'État qui est là, légitime ou pas, mais qui est là que certaines institutions respectent. Mais en bas de l'échelle, il y a des journalistes qui ont été interrogés, qui ont été interpellés pendant cette période-là dont on parle, donc la deuxième moitié de 2019, à qui des agents, ils disaient je ne reconnais pas la démocratie, je ne reconnais pas la Constitution, Doula Qarrat, tu n'es rien du tout, c'est Doula qui a décidé, donc il y a ce qu'il y a en haut, donc les décideurs qui essayent à chaque fois de donner une bonne image, mais il y a aussi les démembrements de l'État, de ce qu'on appelle souvent l'État profond, qui parfois réagit sur des bases qu'on ne connaît pas forcément parce qu'il y a de l'opacité. Il y a des entrepreneurs, par exemple, qui aujourd'hui te disent que je ne sais même pas à qui m'adresser. Il y a des directeurs de médias qui ne savent même pas à qui s'adresser, au ministre, ou à l'agent du DRS, aux policiers, au président de la République. Chacun il va de sa rengaine. Donc c'est pour cela que c'est très compliqué. Mais on sent qu'il y a des contradictions parce qu'à un certain moment, ils avaient donné même ce signe d'apaisement. Je pense que c'était en juillet dernier. Ils ont commencé à relâcher. Et puis une semaine après, le 2 juillet, Karim Tabou et Samir Blarbi, notamment. Et quelques jours après, ils ont commencé à ramasser d'autres. Donc, il y a forcément un contre-ordre parce que, voilà, on les a relâchés maintenant, ils commencent à parler. On arrête d'autres pour lancer un avertissement. Et puis, parfois, il y a des bizarreries. Il y a des gens qui, sur Facebook, insultent Gaïd Salah tous les jours. Ils ne se sont jamais inquiétés. Il y a d'autres qui ont écrit une fois qui ont été inquiétés. Donc, il y a forcément des centres de décision totalement différents. Je ne pense qu'il y en a plusieurs, même pas un seul. Et donc, de tout ça, tu en tires la conclusion qu'on ne peut pas faire de lecture politique sur la trajectoire. La trajectoire est très compliquée. Je vous donne un exemple très simple, puisqu'on parle politique. Je ne sais plus quelle date, le 3 novembre, lorsque Tebboune a parlé sur Twitter à partir de Colonne pour dire que le 13, je crois. Ouais, 3 novembre, il était dans le quoi? Il était groggy. Il était groggy. De toute façon, le 13, je crois, la première fois où il a parlé sur Twitter, il avait donné l'ordre à la commission l'Araba de préparer... Je pense que c'est le 3 décembre même. Oui, tout à fait, tu as raison. Parce que pendant un mois, il n'y a eu aucun signe. Tout à fait, le 3 décembre. Il a dit que dans 10-15 jours, il parlait de... Donc, c'était dans l'optique d'organiser des élections législatives anticipées, à la limite, au printemps, donc avant Ramadan à peu près. C'était cela. La commission. Et puis, quelques jours après lui-même, il réunit le groupe pour rester dans le vague. Et là, on ne sait même pas est-ce que les élections vont se tenir ou pas. Pas tant que ça pour rester dans le vague, pour essayer, soi-disant, d'impliquer les partis politiques, la société civile, pour l'impliquer dans le débat sur la loi électorale. Oui, mais il sait que les gens n'ont pas voté le 1er novembre. Ils ne vont pas participer au débat. D'ailleurs, personne n'a participé au débat. Le jour de la clôture de la réception. Il y a des partis qui ont remis des propositions et qui les ont rendues publiques. Il y en a 2. Le jour où ils ont fait la conférence, j'ai assisté à la conférence de l'Araba, il y avait 2 partis qui ont fait. 2 jours après la clôture de la remise des documents, il y avait 35 propositions entre partis politiques et personnalités. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de débat. Il n'y a que des personnalités du système qui ont été invitées sur la chaîne gouvernementale pour parler de ce projet. Donc il sait qu'il n'y a pas d'adhésion. Et là, j'ai lu aujourd'hui des suppositions qui disent que
ça se déroulera probablement en juin, en juillet, en août ou je ne sais quoi, peut-être qu'ils vont aller jusqu'à 2022. Donc ils ne savent même pas, eux-mêmes ils ne savent pas, parce qu'il y a des inconnus. La première inconnue, c'est l'explosion sociale qui est en train de les enserrer ces jours-ci. On ne sait pas, est-ce que ça va donner lieu à des manifestations politiques. Il y a par exemple ces jours-ci des lâchers-prises sur certains dossiers. Hier, ils ont changé les horaires du couvre-feu. J'aime bien l'expression lâcher-prise. Oui, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Il y a eu des manifestations à la droite, ils ont envoyé une commission avant à la droite, une commission ministérielle pour enquêter soi-disant sur l'emploi, alors que le problème est pendant depuis une vingtaine d'années. Et à Djigel, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas donner l'impression qu'ils ont lâché sur Djigel? Tous les walis vont faire des communiqués et il se trouve que même à Batane, ils ont découvert qu'il y a une plage. Donc ils ne savent même pas, ils sont en train de paniquer, ils sont en train de faire du n'importe quoi et ça va être comme ça tout au long de cette année, d'autant plus que les recettes du pétrole étant ce qu'elles sont, 20 milliards de dollars, alors que les dépenses sont à peu près de 80 milliards de dollars, et ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas est-ce qu'ils vont tenir le mandat actuel jusqu'à son terme, est-ce qu'ils vont faire des élections législatives, probablement à l'été ou au printemps, ou ils vont rester à l'année prochaine, ou ils vont descendre, parce qu'il y a une partie de la classe politique qui va demander ces jours-ci la dissolution d'assemblée et la gestion du pays par ordonnance jusqu'à la tenue d'élections dans une année ou deux. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent faire. Et tout dépend de toutes les manières de la santé de Tebboune, du moins pour le moment. Alors, moi, je note quand même que dans tout ce que tu as dit, Ali Boukhlef, c'est que tu as dit que le rapport de force était en faveur du pouvoir, qui jouait à sa main, etc. Mais dans le tableau que tu as développé, on n'a pas le sentiment que le rapport de force est tant que cela. Et donc cela vis-à-vis de la société et de l'opposition. Hein. Oui. Mais à l'intérieur du pouvoir, il y a des problèmes. Après, il y a des inconnus. L'inconnu, c'est la crise économique. Je laisse. Alors, beaucoup de confusion, peut-être moins de confusion après ton intervention. J'espère que non. Non, mais justement, tout dépend de ce qu'on appelle un rapport de force. En politique, un rapport de force, c'est précisément le niveau d'adhésion de votre population, parce que gérer un pays, c'est d'abord gérer une population, c'est gérer des citoyens. On sait très bien que le principal problème qui est issu de la crise du 5e mandat, c'est le divorce complet de la population par rapport au système, par rapport au... Et leur gros problème, c'est de retrouver un minimum d'adhésion. Quand je dis un minimum, même la pire des dictatures, la pire des régimes totalitaires, a besoin d'au moins un tiers d'adhésion pour pouvoir fonctionner. Si vous ne l'avez pas, et je ne veux pas citer les cas, mais tout ce qu'on a dans le monde arabe, etc., y compris dans des contextes de guerre civile, vous avez toujours ce petit... On a parlé tout à l'heure de Sisi. Sisi, il a son tiers. Hein. Sisi, il peut mettre 100 000 personnes, et il l'a fait, à la place Tahrir, qui viennent et qui le soutiennent. Ici, ils en sont strictement incapables. Et on peut citer Poutine aussi, qui est en difficulté en ce moment. Poutine, il a sa base, etc. On peut tout multiplier. Ailleurs, c'est des bases communautaires, etc. Le gros problème qu'on a ici, et on l'a vu, et la dernière manifestation de ce désaveu, c'est bien entendu l'élection du 1er novembre, dont on sait qu'elle est encore plus catastrophique que les chiffres officiels. Donc ce divorce, il est complet. Et de ce point de vue, on ne peut absolument pas dire que le rapport de force est en leur faveur. C'est exactement le contraire. Le rapport de force n'est pas en leur faveur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils prennent le rapport de force au sens littéral du terme. Oui, d'accord, ils ont la force, etc. Mais qu'est-ce que c'est ? Comme dit l'adage politique, on peut tout faire avec des baïonnettes, ça sort dessus. Et ils sont exactement dans ce cas de figure. Ils sont assis sur des baïonnettes. C'est-à-dire qu'ils n'iront nulle part. Est-ce que pour autant, ils sont en train de lâcher prise ? Parce que j'aime bien la formule de lâcher prise. Justement, ils essayent de trouver... La première solution, ça a été effectivement faire semblant de générer une Algérie nouvelle, de sanctionner les caciques de l'ancien pouvoir, de mettre en place une réforme constitutionnelle, mais on voit bien que c'est un flop, en particulier la réforme constitutionnelle qui aurait dû accoucher de l'Algérie nouvelle, dont on voit bien dans le processus constituant qui a été choisi, et dans la forme, et dans le fond, qui ne répond en rien aux attentes de Hirak. Donc, ce qui pose d'ailleurs le problème que a évoqué Madame, c'est-à-dire qu'on a toute une architecture qui est à revoir, parce qu'il y a un véritable millefeuille administratif, mais ce qui a été décrit dans le domaine de la justice est valable partout. Oui. Il n'y a pas un domaine, la santé, l'éducation, l'économie, tout, c'est partout comme ça. Tout c'est le même fonctionnement, avec un État formel et puis un truc réel. J'ajouterais le football professionnel, la gestion Sonatrach, du Mouloudia à Sonatrach, on est dans ce cas de figure aussi. C'est ce dont tous les Algériens, y compris ceux qui font fonctionner l'administration, d'ailleurs, le réclament, sont conscients. C'est pour ça que c'est un mouvement d'une puissance incroyable. Il est pacifique, mais ça ne veut pas dire qu'il est faible. C'est une erreur de lecture majeure de considérer que le rapport de force est en la faveur du régime,
parce que le mouvement est pacifique. Parce que c'est ça la réalité. Effectivement, Enfin, il n'est pas seulement pacifique. À cause du Covid, il n'occupe plus l'espace public. Plus comme avant le mois de mars. Il n'occupe plus l'espace public. Mais est-ce que pour autant il adhère? Est-ce que pour autant ce régime a une base? On vient de voir, ça ne date pas d'il y a un an, le référendum, ce qu'a donné le scrutin du 1er novembre. C'est quand même un événement majeur. On a eu un désaveu complet du régime. Donc on voit bien que on voit pourtant tous les éléments proches du pouvoir ont appelé à voter, etc. Et il y a eu pratiquement aucune adhésion. Donc on est dans ce cas de figure. Par ailleurs, ce qui encore aggrave la crise, c'est que l'instabilité, elle vient d'ailleurs entre autres parce que on voit bien le problème pour les gens du système, c'est qu'ils pourraient se rallier à celui qui aurait la solution. Sauf qu'ils ne la trouvent pas, la solution. La solution, elle est aussi... Le problème, c'est que la solution, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le système, aujourd'hui, il est rejeté globalement. La seule solution, c'est de mettre en place un projet de réforme. Un vrai projet de réforme, avec la participation de la société civile, lancer véritablement une transition. Tout autre projet est voué à l'échec. La quadrature du cercle pour le régime, c'est qu'ils veulent éviter ça, tout en essayant de faire semblant de changer les choses et de trouver la façade civile qui va faire passer la pilule. Or, ça ne marche pas. Ils viennent de l'essayer avec Tebboune, qui est sans doute un brave homme qui effectivement a une certaine éthique, etc., et qui va pas mais il est limité par la logique du système. C'est ce que a rappelé Madame. C'est pas une question d'individu. Hein. Vous pouvez avoir les gens les plus vertueux du monde. Ils sont mis dans ces systèmes. Ils sont dans une logique de système. Ils ne peuvent pas s'en sortir. D'ailleurs, je le vois, Tebboune, il donne l'impression de prendre ses distances par rapport à tout ça. Il intervient très peu. Finalement, peut-être que ça l'arrange d'être assez loin de tout ça. Mais on voit, c'est pas quelqu'un qui, par exemple, dirait « Moi, j'assume tout ce qui se passe. Je fais ma réforme. Très bien, il y a eu 23%. Ben, c'est pas grave. Je passe. Je fais un discours. Je m'exprime fortement. Oui, il y a des gens qui sont... Comme le faisait, par exemple, Gaïd Salah. Oui, il assumait. Il était là tous les mardis, il martelait son truc, c'était un homme à poigne, il était cohérent par rapport à son Et il nous envoyait dans le mur. Et il nous envoyait dans le mur. Si tu permets une petite parenthèse, je n'ai pas dit que le système, j'ai dit, il pourra même s'écrouler dans peu de temps. Oui, parce que là, il est en train de jouer la dernière carte. Le rapport de force n'est pas en sa faveur, c'est ça qu'il faut Moi, je dis, pour l'instant, il a réussi à faire passer tout son projet. Après, il est en train de compter sur une dernière carte. C'est ce que Kemal Daoud appelle l'Algérie rurale, avec cette histoire de zone d'ombre. Oui. Il pense que les manifestations, le Hirak, c'est les élites urbaines, ainsi de suite. Donc il est en train de s'appuyer sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé pour le référendum? Non, mais ça va échouer. Non, je sais que je suis convaincu que ça va échouer. Mais quand et comment, et c'est ça la Cet argument s'est effondré le 1er novembre. Cet argument de Daoud, qui est un peu ridicule d'ailleurs, quand on connaît la sociologie d'Algérie, il s'est effondré le 1er novembre, c'est tout. Alors, c'est une question que je suis obligé de poser. Je l'ai posée il y a quelques semaines à notre ami Ahmed Jeddaï. Maître Nabila Esmaïl, donc vous êtes aussi militante du FFS. Vous avez signé une tribune, d'ailleurs, co-signée aussi par Ahmed Jeddaï, dont on avait compris qu'elle mettait des lignes rouges à la direction actuelle du FFS qu'il ne pourrait pas dépasser, qui rappelait donc les principes historiques du FFS, de son autonomie et son adhésion, donc son attachement aux revendications populaires, notamment les revendications démocratiques. Et ça nous a laissé penser quand même que, on a bien vu que pour le référendum constitutionnel, il n'y avait pas d'adhésion, mais que pour les élections, notamment pour les élections locales, peut-être plus que pour les élections législatives, il pourrait y avoir une tentation à la participation chez le FFS qui a entre-temps suspendu sa participation au PAD. Est-ce que c'était un vrai risque aujourd'hui ? Je ne le pense pas parce que d'abord, je ne peux pas me prononcer par rapport à ça parce que je ne suis pas porte-parole du parti. Il a une direction. Je suis membre du Conseil national. Je crois que le texte qui a été signé, c'était justement un rappel. C'était un rappel qu'il fallait faire. Il fallait assumer ses responsabilités. Parce que le FFS, il ne nous appartient pas. Le FFS appartient aux martyrs. Il y a eu quand même plus de 300 morts. 300 morts et beaucoup de prisonniers qui ont été torturés parce qu'ils ont appartenu au FFS. Donc on ne peut pas oublier ce passé historique du FFS pour occulter ou pour ignorer des tentatives. Bon, moi je ne peux pas parler de ça sur le plateau, mais je voudrais dire simplement que, en tant que militante, je suis avec les militants du FFS. Les militants du FFS ont choisi leur camp. C'est aux côtés du peuple.
Ils ont accompagné le Hirak, ils sont dans le Hirak. Ce sont les revendications du FFS qui sont portées dans la rue. On ne peut pas rentrer dans l'agenda du pouvoir. C'est tout ce qui a été dit. On a dit que Aït Ahmed a appris, a enseigné à ses militants et à tous les militants politiques la cohérence. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Quand on a boycotté les présidentielles et on a boycotté le référendum sur la révision constitutionnelle, on ne peut pas rentrer dans quelque chose qui est né de ce référendum. On ne peut pas rejeter l'original et prendre la copie. C'est pas possible. Donc il y a une cohérence qu'il fallait rappeler, il y a une démarche qu'il fallait rappeler. Maintenant, je suis contente parce qu'il y a eu un écrit des membres de l'instance qui a été signé la semaine dernière. Il y a eu un écrit qui rappelle que le FFS continue à appeler au dialogue autour d'une table, dialogue avec les acteurs politiques qui rejettent le système. Ça, c'est déjà un premier éclaircissement, parce que nous avons été attaqués de tout le monde par rapport aux agissements. Ça n'a pas été accompagné d'un retour au PAD. Ça aurait dû être accompagné pour être... Il y a un conseil national ce vendredi qui va se prononcer et sur les élections et sur... Bon, il y a eu un article, il y a eu une déclaration qui s'est prononcée par rapport à l'offre du... Ils ont reçu la copie de la loi relative aux réformes qui a été rejetée. La loi électorale. La loi électorale, complètement rejetée, qui ne sera même pas débattue, donc rejetée. Quand on rejette, donc on rejette ce qui va venir après. Attention, moi je dis que la déstabilisation du FFS a commencé depuis très très longtemps. Donc le fait de mettre du doute dans un parti aussi ancré, aussi porté par le peuple. Le fait de jeter le discrédit comme ça affaiblit. La décision du retrait du PAD n'a pas été une décision de retrait. C'était une décision de gel de la participation du FFS dans le PAD. Il faudra qu'on se mette d'accord. J'ai assisté à la conférence de presse où le premier secrétaire a dit que le FFS se retire du PAD. Le premier secrétaire exécute les délibérations du Conseil national. Or, cette question n'a pas fait l'objet de débat au Conseil national. Donc, ces questions-là, on va revenir dessus parce qu'il y a une instance présidentielle, il y a un Conseil national. L'instance présidentielle veille sur la ligne politique du parti. Le Conseil national est l'organe délibérant. Le premier secrétaire est porte-parole après décision du Conseil national. Ce que je retiens, c'est que les membres de l'instance présidentielle, au moins 2, ont dit publiquement que le FFS n'a pas pour vocation de suivre les politiques des autres, mais d'être la locomotive. C'est-à-dire que si une initiative vient d'un autre parti, d'une autre parti, et eux, c'est le FFS la rejette, il faut que ce soit lui qui l'initie ou pas. Après, je ne sais pas ce qui va se passer après le Conseil national. Je ne peux pas vous répondre sur ça parce que je ne m'inscris pas dans ça à partir du moment où le FFS a été le premier à lancer l'idée du PAD. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ça. Il va y avoir un Conseil national qui va se prononcer sur ça. Donc, si vous me permettez, je dois dire que le FFS, c'est comme l'Algérie. Il a une base militante qui pèse et qui est fidèle à sa ligne. L'Algérie a un peuple qui aspire à un lendemain meilleur. Ils sont exactement dans la même ligne. Alors, question sur le peuple algérien. On approche du deuxième anniversaire du 22 février. Il y a des appels sur les réseaux sociaux. Il y a des appels aussi de figures qui disent qu'il faut commémorer de la façon la plus éclatante et de manière militante et dans la mobilisation cet anniversaire, d'ailleurs qui part du 16 février jusqu'au 22, parce que le 16 février, c'est à Kharata que la première commémoration aura lieu. C'est quoi votre lecture, votre pronostic? Est-ce que c'est un élément, le retour dans le contexte quand même de contraintes, parce que la pandémie est toujours là et les besoins de distanciation sociale sont toujours là. Est-ce que c'est un élément qui peut changer le rapport de force au sens de la lecture immédiate s'il devait y avoir des marches? Et quelle forme ça pourrait prendre, compte tenu du fait qu'aujourd'hui la colère sociale est un élément dont personne ne peut ne pas tenir compte? Je pense que les appels se multiplient, ils viennent parfois de gens inconnus, comme ça a toujours été le cas dès le début, mais là, il y a des personnalités publiques qui sont connues du Hirak, qui ont lancé l'appel. Mais je pense qu'il y a un autre élément, à mon avis, en plus du problème sanitaire, il y a un autre élément, c'est les divisions qui sont en train d'apparaître ces derniers jours sur les réseaux sociaux, notamment des pays
l'apparition des éléments de ce qu'on appelle le Rached, du groupe Rached, notamment ceux qui viennent de l'étranger, qui appellent à manifester, oubliant que les gens se font arrêter et eux, ils partent d'étrangers. Bah, peut-être qu'ils parlent de place de la République, les gens de Rached, non? Peut-être qu'ils parlent de manifester à la place de la République. Non, à un certain moment, c'est des gens qui ont appelé à même à reprendre les manifestations. Parce que ces divergences, elles sont, en fait, ça pourrait ressembler à une boutade, ce que je viens de dire, mais en fait, je voulais être sérieux. La grosse divergence avec Rached, en Algérie, on ne la sent pas réellement. C'est surtout dans l'immigration qu'elle existe. Sur les réseaux sociaux, elle est au moins apparente. Je vois certaines figures qui sont connues du Hirak qui disent qu'il y a des tentatives de récupération, mais la tendance générale est effectivement qu'il y a un appel qui fait désormais consensus pour des manifestations le 22 février. Quelle forme ça va prendre, je ne sais pas, parce que ça dépendra probablement des villes. Ça va être plus compliqué probablement à Alger, mais ailleurs, je sais qu'il y aura au moins des rassemblements pour commémorer cet événement. Ça va être peut-être une piqûre de rappel pour le pouvoir, pour lui dire, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont mécontents. Si vous pensez que vous êtes sorti d'affaires, ce n'est pas forcément vrai. Si vous avez organisé des élections, ce n'est pas forcément la fin du calvaire pour le pouvoir. Mais après, combien de gens vont venir, ça, personne ne le sait. D'autant plus que, comme tu viens de le dire, il y a le problème du Covid qui se pose toujours. Les gens sont réticents, les gens ont peur et c'est tout à fait normal. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises? Des surprises du côté populaire, il peut toujours y en avoir. Hein. Il peut déjà avoir on ne s'attendait pas à ce que la population de Djidjel défile 3 jours d'affilée en soirée pour exiger la levée du confinement. Est-ce que du côté du pouvoir, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait une accélération des événements et que, par exemple, on vide tous les dossiers d'ici le 22 pour arriver au 22 avec 0 détenu d'opinion. Dans le cas de Khaled Rani, ce sera difficile parce que la Cour suprême a prévu de statuer seulement le 25 février. Donc, mais dans les autres dossiers, ça peut arriver. Par exemple, dans le dossier de Rachid Nakraz, on va en dire un mot. Dans le dossier d'Ali Latouati, de Ali Rderi, peut-être que... Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut complètement écarter ou est-ce que ça peut encore survenir? Arriver au 22 pour le pouvoir, justement parce qu'il a peur de ce qui est en train de se préparer, avec au moins ce front-là qui est relativement éteint. Vous savez, quand on a un pouvoir qui instrumentalise la justice à son bon gré, quand il décide qu'il faut qu'il pleuve, il va créer des dossiers. Quand il décide qu'il faut qu'il fasse beau, il relaxe. On ne peut pas prévoir ce qui se passe dans la tête d'un pouvoir qui est complètement... je pense que la division, elle est en haut. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a 2 clans qui décident. Il y a un clan qui veut un apaisement, peut-être. Il y a un clan qui tient ces dossiers-là ou qui tient la justice en otage, comme instrument de répression. Donc, à partir du moment où il y a ce sentiment qu'il y a 2 antagonistes en haut ou 2 clans qui se battent pour sacrifier l'autre, pour garder le pouvoir ou pour s'en sortir, on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas mettre des pronostics par rapport au dossier des détenus parce que tous les dossiers ont été fabriqués pour faire peur. Toutes les arrestations ont été faites pour arrêter la révolution. Tous ces dossiers-là, toute la torture que subissent les détenus, et morale et physique, vise à faire peur. Parce que vous savez, quand moi, une consoeur d'Oran m'appelle cet après-midi pour me dire qu'il faut absolument lancer un appel pour soutenir Dalila Touat est en train de se faire malmener à la maison d'arrêt de Mostaganem. D'abord parce qu'il y a très peu d'avocats qui ont créé un collectif parce que eux aussi je ne dirais pas qu'ils sont menacés, mais on leur fait peur, on leur dit que le barreau ne va pas il se mêle pas de ça, elle veut le Hirak, qu'elle l'assume. Elle, c'est une syndicaliste. Il lui a envoyé des émissaires à l'intérieur pour lui dire il faut renoncer et demander pardon. Elle a refusé. Elle défend des détenus parce qu'elle réclame leurs droits qui sont prévus par la loi. Il y a une loi qui régit la vie carcérale. Elle ne demande que ce qu'il y a dans cette loi. Donc, quand elle défend d'autres détenus, on la rappelle à l'autre pour lui dire « tu restes tranquille » ou « on va t'envoyer vers une autre prison » alors qu'ils n'ont pas le droit puisqu'elle a une affaire en appel qui est fixée. Il n'y a pas de mouvement pour des détenus qui ont des affaires courantes, qui ont des affaires pendantes. Par contre, il y en a pour ceux qui n'ont même pas encore été jugés en première instance. Absolument, comme Rachid Nakaz. Donc, c'est une femme qui est en train de subir beaucoup de pression et je tiens à dire et à donner l'information sur les ondes de votre chaîne qu'elle a repris sa grève de la faim.
par rapport à tout ce qu'elle subit comme pression. La consoeur qui m'a appelé tout à l'heure m'a dit que nous l'avions convaincue d'arrêter la grève de la faim il y a 15 jours de ça. Ils sont partis la revoir avant-hier. Elle leur a raconté tout ce qu'elle est en train de subir. Et quand on parle de torture, il ne suffit pas. La torture, c'est pas uniquement une torture physique. La torture morale, parfois, elle pèse encore plus. Elle pèse beaucoup parce que c'est au quotidien. On vous interpelle, on vous bouscule, on vous provoque, on vous enlève quelque chose. Le numéro d'écrou qui a été demandé par beaucoup de citoyens pour lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse s'alimenter de la cantine de la prison, le numéro d'écrou, ils l'ont obtenu difficilement. Parce qu'habituellement, le numéro d'écrou, quand vous avez le permis de communiquer, un avocat, quand il a le permis de communiquer, le greffier de la prison, il lui met le numéro d'écrou automatiquement. Or, pour Dalila Touati, il a fallu que les avocats se battent pour pouvoir communiquer le numéro d'écrou pour qu'elle reçove un peu d'argent. Elle a une sœur et une mère qui est très âgée, donc du fait de la pandémie, ils ne reçoivent pas le panier et on l'empêche de se nourrir à l'intérieur. La nourriture ne répond pas aux normes internationales et aux normes internes, parce que la loi prévoit qu'ils aient une ration quand même de 2 fois par semaine, entre viande blanche, viande rouge ou des œufs. Nabila Smaïl, la conclusion de tout ça, par rapport à ma question, c'est que tout est possible. Compte tenu de l'arbitraire, ça peut aller dans tous les sens. Vous savez, quand quelqu'un est illégitime, il peut tout faire. Il peut tout faire. Il y a une crise de légitimité chez ceux qui gouvernent ce pays. Donc pour garder le pouvoir, ils sont prêts à tout. Et le peuple, pour ne pas se faire confisquer sa révolution, est prêt à tout aussi. D'où l'appel au calme. On n'arrête pas de lancer des appels au calme en disant que même s'il y a reprise des marches, il ne faut pas qu'elles perdent leur caractère pacifique, parce que c'est le caractère pacifique qui a fait démasquer et fait tomber le rideau et tout le monde maintenant sait qui gouverne dans ce pays. Donc moi je pense que le pouvoir est en perte de vitesse. Le fait qu'il y ait plusieurs capitaines au bord, on ne sait pas qui donne des ordres. Le fait qu'il y ait des pressions internationales, la crise sociale, il n'y a pas d'argent pour acheter la paix sociale. Il ne faut pas oublier que si Bouteflika a tenu le coup, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Même des partis d'opposition qui sont rentrés beaucoup de partis d'opposition qui sont rentrés dans les institutions élues ont goûté à cette forme de corruption légale. Quand on touche des salaires aussi faramineux, c'est difficile de résister. Donc moi, je pense que nous allons vers l'inconnu. Et s'il y a quoi que ce soit, seul le régime sera responsable. Alors, quelques dérives qu'il soit. Parce que cet inconnu, pour un pays comme l'Algérie, ne peut pas la servir, parce que nous avons beaucoup d'ennemis qui nous attendent. Alors, je pose la dernière question, vous allez pouvoir y répondre tous les deux, parce qu'on est arrivé au terme de cette émission. L'appel et la nécessité de reprendre les marches populaires comme forme d'expression de Hirak, c'est quelque chose qui est en train d'avancer, et je pense que dans les prochains jours, il y aura même des figures qui vont le faire, des figures de Hirak et qui vont le faire de manière solennelle. Mais il y a déjà sur les réseaux sociaux le point de vue qui s'exprime, qui dit « OK, les marches peuvent revenir, d'ailleurs même de manière ponctuelle, parce qu'elles peuvent revenir pour la semaine de commémoration et puis redisparaître si la crise sanitaire se poursuit. Bon, on peut imaginer que le scénario de tous les vendredis, ce sera difficile qu'il s'installe. Mais la commémoration en elle-même, il est très probable qu'il y ait des marches populaires. Mais il y a ce point de vue sur les réseaux sociaux, et je voudrais votre réaction là-dessus, qui dit il y a eu 53 semaines de marches populaires. Très, 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 très massives, spectaculaires et tout ça, qui n'ont pas déraciné ce pouvoir, et c'est même permis le luxe de rendre les libertés encore plus censurées, et il nous a fait reculer sur le plan institutionnel et sur le plan de l'état du droit. Et donc, ils disent, en fait, il faut autre chose aussi. Et l'autre chose, c'est aussi des propositions. Il y a ce point de vue qui existe. Dire les marches ne suffisent pas, il faut aussi qu'il y ait des propositions pour sortir de la crise. Alors, je pose la question aux deux, mais je la pose un peu de manière plus personnalisée à Al-Khdari, qui est membre, qui a lancé Nida 22 avec d'autres, cet espace de débat, enfin Nabila, pardon, il fallait que je la fasse à la fin. Nabila Smaïl a signé aussi cet appel-là, tout en étant membre des FFS et OPAD. Elle en est où la délibération sur la feuille de route politique qui peut accompagner un retour des marches?
Alors effectivement, ça fait longtemps qu'un certain nombre d'acteurs du Hirak ont compris qu'il était nécessaire de passer du rejet au projet et qu'il fallait se structurer pour ça. Ça a été fait effectivement, entre autres, l'une des initiatives les plus importantes, c'est celle du NIDA 22, qui regroupe un certain nombre d'acteurs de la société civile et qui font ce travail depuis des mois de structuration et de démarche tendant à aller vers un congrès national, une conférence nationale, d'où émergerait une feuille de route destinée à faire une proposition concrète et réaliste au pouvoir, au Hirak d'abord, pardon, excusez-moi, et effectivement au pouvoir, parce qu'à un moment donné, comme nous sommes dans une révolution pacifique, ce à quoi nous aspirons, c'est une transition négociée. Mais pour cela, effectivement, le pouvoir dit mais ils sont sans tête, etc. Parce que ça, effectivement, c'est la contradiction. Ils sont sans tête, le Hirak n'a pas de tête. Effectivement, parce que justement, tu parlais tout à l'heure de la reprise des marches, mais il faut comprendre que le Hirak, de toute façon, c'est un mouvement atypique et qui ne ressemble à nul autre. Hein. C'est un mouvement acéphale, sans tête, et il y a eu plusieurs appels à la reprise des marches dans le passé qui n'ont pas abouti. Il y a même eu des appels à désobéissance civile, etc., des grèves, etc. Rien n'a fonctionné. Et parfois, sans qu'on comprenne pourquoi, on a tout d'un coup des masses qui sortent dans la rue, etc. Donc, le Hirak, sous cette forme-là, il continuera, ou pas. Enfin, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que la démonstration n'est plus à faire de l'adhésion de l'écrasante majorité des Algériens à une demande de changement démocratique. La question n'est plus là. Qu'il y ait des marches ou pas, de toute façon, la démonstration a été faite amplement sur une durée exceptionnelle. Et donc il reste à alimenter le mécanisme. Par contre, ce qu'il faut, effectivement, et c'est le principal argument fondé du pouvoir, de dire on ne discute pas avec des millions de gens. Et sinon, pas de propositions concrètes, nous on a un État à gérer, il y a 45 millions de personnes à gérer, il y a une situation complexe, une crise multiforme, on ne peut pas rester dans le vague. Il y a un État à gérer. Donc ça, c'est le seul argument effectivement tangible pour le pouvoir. Donc c'est la raison pour laquelle il faut se structurer, apporter une offre qui réponde aux attentes du Hirak et qui viennent de celle-ci. Alors, ce que nous faisons, nous, au NIDA, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir des initiatives de ce type, c'est que nous organisons au niveau des wilayas, au niveau de la diaspora, des débats autour des thématiques du changement. Qu'elles soient institutionnelles, constitutionnelles, c'est quand même le cœur du changement. C'est la Constitution, on l'a bien vu, c'est la loi fondamentale, c'est celle qui régit tous les pouvoirs et tous les rapports au pouvoir. C'est vraiment le moment clé. Hein. Et puis derrière, il y a effectivement tous les autres changements auxquels aspirent les gens, mais qui sont la conséquence de celle-ci, comme par exemple l'indépendance de la justice. Pour la mettre en forme, c'est d'abord la Constitution, c'est les libertés, c'est bon. Donc tout ça, il faut faire une proposition, une transition, d'accord, mais comment? Donc tout ça, ce sont ce que la feuille de route sur laquelle nous travaillons aspire à proposer. Et je pense qu'aujourd'hui, alors c'est d'une part, c'est une forme de mobilisation, c'est peut-être pas celle qui correspond à des marches, mais c'est une forme de mobilisation importante, et elle répond justement à un manque réel au niveau du Hirak, de lui donner une expression politique qui permette d'aboutir à des résultats concrets. Parce que ce qui peut effectivement gêner tôt ou tard la mobilisation, il ne faut pas se voiler la face, à un moment donné, il y a eu un flottement, en tout cas pour certaines catégories qui avaient massivement adhéré. C'est que s'il n'y arrive pas de résultat, si les choses ne bougent pas, et que même si on a un pouvoir illégitime, qui a un problème de gouvernabilité, etc., d'accord, mais il ne bouge pas parce que précisément, il manque quelque chose, il manque une brique. Et cette brique, c'est précisément l'organisation, la proposition, la feuille de route. Ali ? Ce qu'il dit est merveilleux, ça a toujours été l'attente de beaucoup de gens, ça devait se faire il y a longtemps, mais moi j'ai une crainte, c'est de reproduire un peu le schéma qui s'est produit l'année passée, c'est que une partie de ce qu'on appelle État profond ou des services commence à dire Monsieur le Khadari a été envoyé par un groupe, Monsieur Flané, et donc ça va encore phagocyter, ça va discréditer probablement certaines figures, et ça va permettre au mouvement de rester comme il est actuellement, sans tête et son projet. Mais si ça aboutit, c'est merveilleux parce que c'est la seule solution, à mon avis. Mais à mon avis, il faut aussi l'accompagner par une pression de la rue, parce que pour l'instant, toutes les propositions qui viennent de la classe politique, du FFS, du PAD ou d'autres partis, sont vues avec une
sorte du mépris, parce que le pouvoir, qu'est-ce qu'il cherche en fait? Il cherche à être reconnu, à se donner du crédit en recevant les gens publiquement. Vous avez vu qu'il a tenté ça l'été dernier avec Foul Khadr Boulgaï. Il y a d'autres partis, des personnalités qui ont été contactées pour qu'ils soient reçus à la présidence, pour qu'ils soient brandés comme un trophée, pour dire voilà, maintenant tout le monde parle avec nous, on va composer. Mais effectivement, ce qu'il vient de dire, c'est l'idéal, c'est-à-dire d'avoir une sortie négociée avec ceux qui sont au pouvoir actuellement pour permettre au pays d'avoir une transition pacifique, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de casse et pour avoir un vrai Plus exactement, le groupe qui est favorable, parce qu'on voit bien qu'effectivement il y a une contradiction et un conflit interne, le groupe qui est favorable au changement, qui a compris la nécessité du changement. Et tout porte à croire qu'il existe, c'est pas une fiction. Oui, on a beaucoup de signes qui le montrent. La question c'est on comment arriver... On a beaucoup de numéros du Café Presse Politique aussi qui essaient de trouver ce groupe et qu'il n'a Ben pas encore trouvé. Ce groupe qui croit au changement. C'est l'Arlésienne, quoi. Une dernière question, mais il faudra répondre de manière très courte. Nabila, est-ce que le Hirak, une année après s'être arrêté, est un peu plus prêt psychologiquement, moralement, à accepter une forme d'élite qui le représente, qui le représente, qui porte son projet, quand on voit tous les gens qui sont passés en prison, tous les gens qui sont restés fidèles aux revendications, etc. Est-ce que par rapport à cette idée Tatrouine et l'Akhiré, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement? Il y a une maturité dans la société, il y a une maturité dans le peuple algérien. Même, ils sont en train de résister à cette tentative de trouine, salir tout le monde et accuser tout le monde de... Et maintenant, il y a une jeunesse, il y a un peuple qui s'est rendu compte que, en fait, les projets politiques ou les solutions politiques existent, mais ce qui n'existe pas, c'est la volonté d'adopter. On a beau ramener tous les modèles existants, on a beau proposer toutes les solutions faisables, très faisable, mais vous n'avez pas d'interlocuteur. L'interlocuteur estime que vous êtes mineur. Donc tout le peuple a compris que la crise de l'Algérie, c'est ce régime qui refuse d'admettre... Mais il y a quand même la revendication que du côté de Hirak aussi, on efface la critique qui a toujours été faite de « vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de gens pour le porter ». Maintenant, le temps a imposé cette réalité qu'il y a un projet, il y a des porteurs de projets. Maintenant, il faut se mettre autour d'une table. On ne peut pas parler de désigner des représentants parce que... C'est pas de ça qu'il s'agit. La seule façon de désigner les représentants, c'est une élection. Mais maintenant, il faut reconnaître, Tajadid, quand il vous dit moi je n'ai pas de projet, donc on commence à reconnaître la nécessité de revenir vers l'élite, vers les personnalités politiques pour proposer quelque chose. Quand tous les jeunes vous disent maintenant maintenant on est interpellé. Donc ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. La nécessité d'être, je ne dirais pas d'être représenté, la nécessité d'apparaître et d'offrir quelque chose réellement... Fidèle aux revendications du Hirak. C'est quelque chose c'est peut-être même la principale évolution depuis le 22 février dernier. Absolument. Je tiens à vous dire quelque chose, c'est que quand nous avons mis sur les réseaux sociaux, nous avons annoncé que demain, les avocats allaient faire la grève de la faim, pour soutenir Rachid Nkez et pour le convaincre de ne pas la faire, parce qu'il va faire la grève de la faim du 16 jusqu'au 19, presque un mois, du 16 février jusqu'au 19 mars, il peut mourir. Nous, demain, on va faire une grève de la faim, le collectif des avocats de Tizi Ouzou, on va faire la grève de la faim pour dire nous sommes solidaires. Et je tiens à vous dire que mardi, il y avait Khalti Baya qui, quand elle avait su, nous a dit qu'elle allait faire la grève de la faim aussi. Quand vous prenez cette colère et que vous la transformez en une action humanitaire, donc on vous reconnaît comme étant quelqu'un qui a capté le discours, qui a capté les intentions, qui a capté les revendications. Donc le peuple est en train de se reconnaître dans certaines figures. Il résiste à l'Hadtrouine, il résiste à tous ces réseaux sociaux qui sont en train de casser. Et je tiens, si vous le permettez, hier il y a eu un lynchage contre un procureur.
Mais vous savez, d'ailleurs, quand je me suis permise Alors que c'est pas lui. Fodel Takharoub était un procureur à Tizi Ouzou qui a été envoyé à Borj Bouarerij et qui se retrouve, je crois qu'il est dans le sud, je ne sais même pas où il est. La dernière fois, il était à Dalbera. On lui a mis, je ne sais pas où il est. On a dit que c'était lui qui avait requis la perpétuité et il a été lynché. On ne peut pas se battre. Métaphoriquement, vous voulez dire, hein, pas physiquement. Métaphoriquement. Écoutez, il a été corrigé en donnant le nom de celui qui a requis. Je crois qu'il s'appelle Bouaza, c'est bien ça. Le procureur qui a requis. Il n'y avait pas de son Bon, je ne vais pas corriger une erreur en faisant une autre. Mais il m'a semblé avoir lu ce matin que le procureur qui a requis la perpétuité s'appelait Bouaza. Je m'en souviens parce qu'il a le même nom que l'ancien patron de la DSI. En corrigeant 2 secondes, on va corriger. On ne peut plus continuer là. En 2 secondes, je termine avec ça. Il ne s'agit pas de Takharoub parce que Takharoub, c'est ses parents qui ont reçu des menaces et ils sont au fin fond des montagnes en Kabylie. Donc on ne peut pas se battre contre un système et adopter il y a trop de haine. Il y a trop de haine. On ne peut pas, la dictature d'un mouvement, d'une révolution, on n'en veut pas. On ne peut pas se battre contre la dictature d'un système pour rentrer dans une dictature d'un mouvement ou d'un hirak ou d'une révolution. Nous, on est en train de dire mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On est en train de construire et on ne veut pas détruire, on veut pas appeler au lynchage des gens. Maintenant, ce procureur, il ne l'a pas fait. Celui qui l'a fait, qu'il l'assume. Mais il n'a pas jugé. Il a requis ce qu'on lui a demandé de dire. Moi, ce personnage, ce Bouaza ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est tout le système judiciaire qu'il faut revoir. وصلت الرسالة كما تقول وصلت الفكرة كما تقول Linda Abou que l'on salue qui est revenue cette semaine au 5 sur 5. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous. Merci Ali pour ta première. Inch'Allah, Machil Khara. Merci Al-Khadari. Merci beaucoup. Merci d'être venu de Tizi Ouzou. Nabil Asmaïl. Vous faites toujours à 8h à Tizi Ouzou. Il va falloir repartir. Oui, mais nous, on a notre... Voilà, vous pouvez passer au-delà de 8h. Merci surtout à nos amis auditeurs, à l'équipe technique derrière la vitre qu'on a retenu plus longtemps que le temps imparti à cette émission. On a développé plus longtemps. Oui, voilà, aujourd'hui, je donne les saluts parce que je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer pendant quelques temps, pas très longtemps. Et donc, on n'est pas sûr de pouvoir tenir le café presse politique la semaine prochaine si on n'a pas quelqu'un qui en assure la présentation. Mon vœu le plus cher, ce serait que ce soit évidemment le titulaire de la chaire, du poste, donc Khaled Rani. Bon, on peut toujours espérer, j'ai toujours espéré. Voilà, je continue de le faire. Par la même occasion, je vous invite à suivre, à regarder l'excellent reportage documentaire de 26 minutes consacré à notre confrère, donc Khaled Rani, avec son numéro d'écrou, qui a été diffusé hier par TV5 Maghreb et qui va être diffusé qui est aujourd'hui en ligne sur le site de TV5. Il est très complet sur l'itinéraire professionnel et l'itinéraire de citoyen libre de notre confrère Khaled Rani. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.